Rien ne prédisposait René Bousquet à être l'instrument d'un crime contre l'humanité. Élevé dans le sérail du parti radical, cet homme de centre-gauche, qui n'était ni fasciste, ni nazi, ni même un admirateur du maréchal Pétain, faisait partie de ces hauts fonctionnaires qui, pendant l'occupation, collaboraient avec l'Allemagne sans se poser de questions. Préfet de la Marne en 1940, puis chef de toute la police de Vichy à l'âge de 33 ans, René Bousquet allait la mettre au service de l'occupant en organisant les grandes rafles de juifs de 1942 et 1943. Condamné à une peine symbolique après la libération, on n'a plus entendu parler de lui pendant plus de 40 ans, jusqu'à ce que son passé le rattrape. France Inter, Denis Astagnaud, le 8 juin 1993. France Inter. 8h45 ce matin, dans un immeuble cossu de la rue Raphaël, dans le 16e arrondissement de Paris. Un homme se présente, comme envoyé du ministère de l'Intérieur, et il se fait ouvrir la porte par René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police française du régime de Vichy. L'homme tire à 4 reprises sur lui et s'enfuit en disparaissant dans une bouche de métro toute proche. René Bousquet avait 84 ans. Il était inculpé pour crime contre l'humanité, accusé d'avoir favorisé, sinon provoqué, la déportation de nombreux juifs français et étrangers. Serge Klarsfeld. Il a livré des dizaines de milliers de familles juives aux nazis pour obtenir certains avantages pour le gouvernement de Vichy, pour ne pas créer de crise avec les Allemands. C'était un homme supérieurement intelligent, mais un patriote fourvoyé qui a mis son intelligence au service des nazis dans une affaire dont il ne comprenait pas les implications morales. Pascal Froment, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'une importante biographie de René Bousquet qui a été publiée chez Fayard. Est-ce que vous diriez de lui ce qu'en disait Serge Klarsfeld à l'instant, un homme supérieurement intelligent, un patriote fourvoyé ou un homme ordinaire, comme le disait Primo Levi en parlant des responsables de la déportation? Écoutez, supérieurement intelligent, non. Je pense qu'il était plus roué, plus madré qu'intelligent véritablement. Mais bon, il était très fort, mais pas forcément très intelligent. Patriote fourvoyé, certainement. Un homme ordinaire. Oui, si on veut dire que c'était pas un pervers qui prenait du plaisir à tuer les gens, bien évidemment, mais c'était pas un homme ordinaire dans la mesure où il a été amené quand même à négocier avec les nazis. Et c'est pas une chose qui arrive à tout le monde. Et il s'est mis lui-même dans cette situation. Voilà. En tout cas, pas un collaborateur ordinaire. Collaborateur, certes, mais alors vraiment, il n'avait rien à voir avec les ultras de la collaboration, qui d'ailleurs ne l'aimaient pas du tout. Et puis, c'était pas un homme de droite ou d'extrême droite, ni fasciste, ni nazi, dites-vous, Pascal Froment. Non, il venait du radical socialisme. C'était vraiment le prototype de l'enfant du Sud-Ouest qui avait été donc un poulain des frères Sarraut. C'est comme ça qu'il est entré dans la préfectorale. Et effectivement, il n'avait rien du tout à voir avec les collaborationnistes de la zone nord. Alors, très brillant, se fait remarquer très jeune, à 20 ans, il était chef de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne, et puis se fait remarquer en sauvant très courageusement les victimes d'une inondation, c'est ce qui lui vaudra d'ailleurs la Légion d'honneur à l'âge de 20 ans, et puis alors gravit très vite tous les échelons de l'administration préfectorale en devenant en 1940 préfet de la Marne, au début de l'occupation, et prêtant serment, comme tous les préfets, c'était le plus jeune préfet d'ailleurs de l'époque, prêtant serment comme tous les préfets au maréchal Pétain en 1942. Renaissance française. À l'hôtel de ville de Vichy, le maréchal Pétain réunit tous les préfets de France pour recevoir leur serment de fidélité. Les préfets se lèvent. Un huissier vient d'annoncer l'entrée du maréchal. En application du même acte constitutionnel, tous les ministres et hauts fonctionnaires devront me prêter serment de fidélité et s'engager à exercer les devoirs de leur charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la probité. Monsieur le maréchal, je jure fidélité à votre personne. Je m'engage à remplir la charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la probité. France, ô France de demain, nous voulons de nos mains, avec courage et confiance, d'ouvrir un nouveau chemin, en suivant le grand chef sublime, qui nous
a montré le chemin. Et le grand chef sublime, c'est évidemment Pétain. C'est une chanson d'André Dassary, La France de demain, une chanson du début de l'occupation, Pascal Froment. Et à ce moment-là, au tout début, eh bien, il est préfet, Bousquet, qui a d'ailleurs prêté serment à Pétain. Je crois que c'était en 42, la première prestation, c'était en 41, et lui, c'est en 42. Ouais. Et alors là encore, un préfet totalement atypique, Pascal Froment, préfet de la Marne. Oui, c'est-à-dire que effectivement, d'abord, il est très jeune. Comme il est plus jeune que la plupart des gens, il fait montre d'un culot toujours étonnant. Ça va être sa marque de reconnaissance tout au long de sa vie. C'est pour ça que je parlais au début d'un côté plus roué qu'intelligent. Et donc, il joue toujours sur beaucoup de tableaux en même temps. Donc là, il n'hésite pas à discuter avec l'occupant, etc., à obtenir effectivement beaucoup d'allègements pour le département dont il est responsable. Et... Oui, par exemple, bon, il tient tête aux Allemands, il tient tête même au régime de Vichy, en refusant les mesures qui étaient demandées par Vichy contre les francs-maçons. Il les protège. Il a toujours protégé les francs-maçons. Aussi, par la suite, on le verra, il l'a fait également en arrivant au secrétariat général à la police de Vichy. Était-il franc-maçon lui-même? On n'en sait rien, mais il venait aussi de ce milieu radical socialiste où les francs-maçons étaient très nombreux et son père spirituel à Montauban était franc-maçon. Montauban, c'est sa ville natale. Sa ville natale. Oui. Et donc, il était aussi quand même attaché au ministère de l'Intérieur, qui était traditionnellement aussi un endroit où il y avait beaucoup de gens qui étaient francs-maçons. Donc, il les a toujours protégés et d'ailleurs, il l'a revendiqué à voix haute. Alors, il défend les francs-maçons. En revanche, il est extrêmement dur contre les communistes, très anti-gaullistes aussi, Pascal Froment. Oui, d'emblée, il applique tous les règlements anticommunistes et ça va être terrible. Il y a une illustration très tôt dans la Marne de sa personnalité, au moment où il va raconter, quand il va passer devant la haute cour à la Libération, qu'il a fait un geste formidable quand il était préfet. Voilà, dit-il, il y a eu 3 personnes qui ont été exécutées, c'était des otages qui étaient des communistes, qui ont été exécutés par les Allemands. Et moi, je suis allé, dit-il, porter une gerbe de fleurs sur leur tombe, ce qui est effectivement très courageux. Il oublie simplement de raconter que les communistes en question s'étaient retrouvés en prison parce qu'ils avaient été auparavant internés par ses soins. Il avait la main assez lourde avec les internements. Et il a interné beaucoup de communistes et de gaullistes à l'époque, ouais. Alors, il est remarqué par Pierre Laval, qui devient chef du gouvernement en 1942 et qui fait entrer donc Bousquet au gouvernement, en quelque sorte, puisqu'il le nomme secrétaire général à la police le 18 avril 1942. C'est une fonction considérable, d'abord parce que la police représentait quelque chose de considérable, évidemment, à l'époque du régime de Vichy, Pascal Froment. Oui. Il a pratiquement le rang de ministre à ce moment-là. Il a une délégation de signature. Il va d'ailleurs se servir aussi de cet argument. Si vous voulez, quand ça lui est défavorable, c'est Laval qui a signé, et quand ça lui est favorable, c'est lui qui a signé. En gros, c'est ça, toute son argumentation. Bon. Mais c'est vrai il peut prendre vraiment beaucoup d'initiatives. Et puis, il est vraiment dans la roue de Laval à 100% tout le temps. Laval qu'il a connu dès 1935, il s'est trouvé assez proche de lui par l'entremise du ministre Pierre Catala. Il y avait 100 000 hommes dans la police. Je crois que jamais la police n'a été aussi importante. Un peu plus, oui. À Aincourt, en Seine-et-Oise, M. Bousquet, secrétaire général à la police, passe en revue 1200 hommes des groupes mobiles de réserve. Ces hommes sont destinés aux régions de Paris, de Lille, de Rennes et de Nancy. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. On sait que la Commission internationale de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet. Et c'était le 6 mai 1942, une rencontre capitale, Pascal Froment. Vous parlez même d'un montoir, d'un petit montoir qui était, il faut le rappeler, la ville où, en serrant la main de Hitler, Pétain s'était engagé dans la voie de la collaboration. Et là, c'est la collaboration de la police française aux mesures antisémites que veut l'Allemagne, que donne Bousquet. Il lui
il va faire de la police, après cette rencontre ou pendant cette rencontre, il va en faire l'instrument de la politique antisémite de l'Allemagne. Oui, Heydrich vient à ce moment-là installer à Paris Auberg, donc qui est son représentant, Karl Auberg, qui est le chef de la police des SS à Paris. Et Bousquet, quand même, ne pouvait pas ignorer, en acceptant le poste, qu'à ce moment-là, les choses avaient tourné, que c'était plus exclusivement, qu'il n'aurait plus exclusivement affaire à des militaires de la Wehrmacht, comme c'était le cas dans la Marne, mais qu'il serait en face de gens de la SIPO-SD. Et donc, à l'occasion donc de l'installation de Auberg, Heydrich vient. Effectivement, donc Bousquet lui serre la main, d'où ce petit montoir. Et ensuite, il va y avoir des relations constantes entre Auberg et Bousquet pour négocier en parallèle deux choses, si vous voulez. D'un côté, Bousquet veut sauver, soi-disant, je pense qu'il veut vraiment faire ça, mais le prix à payer est tellement cher. Il veut sauver une espèce de souveraineté nationale. Et donc l'indépendance, la police peut faire le travail que font les Allemands, ce qui d'ailleurs leur rend service parce que ça leur permet, c'est un travail considérable. Ils sont 3000 hommes simplement en France, donc ils n'auraient pas pu faire seuls toute la répression qui a eu lieu. Et puis finalement, donc en parallèle, il y a évidemment toute la négociation autour de la déportation des Juifs de France. Alors justement, si je vous ai bien lu, Pascal Froment, au fond, ce que veut faire Bousquet, ce qui n'arrivera pas à faire d'ailleurs, c'est d'éviter que l'on déporte des Juifs français en livrant carrément aux Allemands les Juifs étrangers, notamment les Juifs allemands qui se trouvent à l'époque en France. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment calqué sur la politique de Laval, du marchandage. Toujours l'idée, on va rouler les Allemands, alors qu'évidemment, on roule personne. Et qu'à terme, non seulement les Juifs étrangers sont déportés, mais des Juifs français vont l'être également. Alors ce sera bien sûr, là, peu de temps après cette rencontre, la grande rafle du Veldiv, le 16 juillet 1942, 13 000 Juifs qui sont raflés, qui partiront dans les camps. Et puis alors, en août 42, ça commence en zone libre. Et là, vraiment, Bousquet est encore plus responsable parce que la zone libre, eh bien, les Allemands n'y sont pas encore. Oui, c'est-à-dire que la zone non occupée. La zone non occupée, oui. Rien n'obligeait Bousquet à ce moment-là de donner les Juifs, effectivement, qui se trouvaient dans des camps d'internement ou qui se trouvaient dans la nature, réfugiés en zone non occupée. Et il va aller, si vous voulez, au-devant du désir des Allemands. Et ça, c'est vraiment le moment le pire. C'est vraiment l'irréparable. Il y a un autre moment aussi que vous mentionnez, parce qu'on parle beaucoup à juste titre de la grande rafle du Veldiv de juillet 42, mais c'est une rafle dont on parle beaucoup moins. Et là, Bousquet y est vraiment directement impliqué encore. On le voit même en photo en train de sourire au moment où cette rafle se produit. C'est à Marseille, début 43. Oui, en janvier 43. Les Allemands, depuis longtemps, avaient envie de nettoyer, je reprends des termes vraiment qui ne sont pas les miens, mais Marseille, et de débarrasser la ville de ces Juifs. Et Bousquet se jette une fois de plus à la tête des Allemands et va précéder, si vous voulez, leur désir. Et finalement, c'est la première fois qu'il va se retrouver devant la réalité, parce que là, il va voir ce qui se passe. Il va se trouver pour la première fois devant le départ d'un convoi. Mais enfin, le résultat de cette magnifique opération, c'est qu'il y aura 2000 personnes qui vont se trouver déportées, dont je crois une quarantaine seulement sont revenues. Et pour donner une petite idée de la manière dont il fonctionne, si vous voulez, à un moment, il écrit à Laval, quand ils sont tous les deux en prison, il lui dit « L'affaire de Marseille se dégonfle d'ailleurs peu à peu, et bientôt, elle passera au bilan dans le côté décharge. » C'est-à-dire qu'il en tire une espèce de gloire, alors qu'évidemment, il est responsable, et c'est écrasant, et c'est épouvantable. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est ça son système de défense. Et alors, en décembre 43, il est remplacé par Joseph Darnan. Il sera envoyé assigné à résidence en Allemagne. Il va même parler de déportation, alors que ça n'avait rien d'une déportation dans un camp. Et puis, il revient en France. Et il est jugé, évidemment. On va attendre longtemps, d'ailleurs, avant de le juger, puisque c'est en 1949 qu'il passe devant la haute cour. Et là, le tribunal lui inflige une peine parfaitement symbolique, puisqu'il est condamné à 5 ans d'indignité nationale et aussitôt relevé de cette peine pour fait de résistance. Oui. Pascal Froment, qu'est-ce que c'est Comme disait la journaliste Madeleine Jacob à l'époque, 1 minute d'indignité. Écoutez, effectivement, il a eu
une fois de plus, le côté roué de savoir faire patienter, n'est-ce pas? Il ne faut pas passer dans les premiers quand il y a une épuration. Donc, c'est un des derniers procès. Oui, c'est l'avant-avant-dernier procès de la Haute Cour. Donc, on est en 49, les gens sont un petit peu lassés. Il y a l'affaire Johannovici qui remplit les pages des journaux. Et c'est vrai que cette histoire Bousquet, finalement, bon, elle n'est pas sous les feux de l'actualité, enfin des médias. Hein, bon. C'est quand même extraordinaire parce qu'on a fusillé des miliciens, des lampistes, mais le chef de la police, pendant la guerre et au pire moment de l'occupation, lui, il passe à travers les mailles du filet. Alors, il a invoqué des faits de résistance. Il disait même qu'il avait sauvé des Juifs, Pascal Froment. Écoutez, les 2 tiers des Juifs qui ont été déportés en France l'ont été à l'époque où Bousquet était à la tête de la police. Donc, je trouve que ça, c'est plus parlant que n'importe quoi. Bon, qu'il ait sauvé comme tout le monde, je vous le disais au début, ce n'était pas un pervers. S'il pouvait venir en aide à quelqu'un, et surtout vers la fin 43, quand il commençait à trouver que ça sentait le roussi, évidemment, il était prêt à donner des gages pour la suite. Hein. Donc c'est ainsi qu'il a aidé, par exemple, quelqu'un comme Henri Queuille, qui était président du Conseil au moment de son procès. Ça a pu aider un petit peu. Parmi les jurés de la Haute Cour, il y avait Jean Baillet, qui était vraiment un ami personnel. Tout concourait à ce qu'on oublie Bousquet et qu'on lui inflige une peine réellement symbolique. Alors c'est ce qui se passe, il disparaît à partir de 49 de la circulation, il entre dans les affaires, on le retrouve aussi dans les coulisses de la politique où il rencontre discrètement plusieurs responsables de la 4e République, dont François Mitterrand. Très embarrassé d'ailleurs quand beaucoup plus tard à la télévision, Jean-Pierre Elkabbach lui demandait quelle était la nature de ses rapports avec René Bousquet. Et vous avez connu Bousquet? Je l'ai connu, je n'en sais rien, mais forcément dans les années 50. C'est-à-dire après qu'il était acquitté, on l'a même relevé de l'indignité nationale. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé absolument avec tous ses droits de citoyen. Est-ce que c'était un intime de François Mitterrand? Mais non, c'était pas un intime. Ou un ami? On dit la relation amicale. Écoutez, on dit ce qu'on veut dire. Non mais votre vérité. La chronologie commande. Bousquet redevient un libre citoyen très introduit dans les milieux politiques et dans les milieux financiers, de banque, dès les années 50 et dans les milieux de presse. Et jusqu'en 1978, aucune question ne sera posée. Et donc pendant toute cette période, les 28 ans, tout le monde le reçoit, on le voit s'il veut. Vous aussi, vous? Comme beaucoup de choses. Moi, je l'ai rencontré certainement avec d'autres personnes. Je n'ai pas fait le compte, mais enfin au moins 10 ou 12 fois. Alors vous avez rencontré François Mitterrand, Pascal Froment, pour lui parler de ça, et François Mitterrand vous a dit « Bousquet me voyait comme un continuateur d'une carrière qu'il n'avait pas pu faire », ce qui est quand même étonnant comme formule. Oui, je pense qu'effectivement, toute cette théorie du moindre mal, du marchandage qui avait mal tourné, etc., avait été finalement intériorisée. Je crois que c'est ça quand même. Oui, mais François Mitterrand quand même, quelle était la nature? Parce qu'il semble en parler comme d'une personne qui serait venue par hasard chez lui. Il reconnaît qu'il est venu quand même 12 ou 14 fois. On dit même qu'il est venu plus longtemps, enfin qu'ils se sont vus plus longtemps, bien après 1978. Ça, écoutez, je ne sais pas s'ils se sont vus après 78, peut-être qu'ils ont... Si, je le sais, d'ailleurs, je dis une bêtise énorme, parce que François Mitterrand m'a dit qu'en effet, il l'avait reçu à l'Élysée, donc, bon, bien entendu, c'est ça, d'ailleurs, qui est la chose, si vous voulez, qui est comme une tâche, parce que je crois que, en tout cas, dans l'opinion, les gens étaient évidemment très choqués au moment où ces révélations ont été faites. Je pense qu'il ne l'aurait pas été, effectivement, là-dessus, François Mitterrand a complètement raison, avant 78. Mais à partir du moment où on en parle, les gens sont choqués de voir que le président de la République a continué à le voir après 1981. Bon, pourquoi il se voyait? Parce que Bousquet, par l'intermédiaire de fonctionnaires de Vichy, avait contribué au sauvetage de Mitterrand pendant l'occupation. C'est ça la raison. Donc on peut comprendre que ça crée des liens. Il y avait aussi, après la guerre, l'importance qu'avait Bousquet, notamment à la Dépêche du Midi, qui était importante aussi pour les élections, pour la gauche. Il a même, je crois, participé au financement de la campagne de François Mitterrand. On l'a toujours dit, ce sont des choses qu'on ne peut pas prouver, mais on l'a toujours dit. Oui. Et Bousquet s'est présenté sur une liste UDSR, qui était le parti de Mitterrand en 58, où il a obtenu un score minable. Mais bon, effectivement, oui, il y avait des liens, mais des liens politiques. Et bon, c'est une question aussi de génération. Ils avaient l'impression probablement d'avoir traversé les mêmes choses.
Alors tout le monde avait oublié le passé de René Bousquet, justement, jusqu'en 1978, comme le disait François Mitterrand, lorsque l'Express publiait un entretien incroyable avec l'ancien commissaire aux questions juives de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, interview dans laquelle il faisait porter à Bousquet l'entière responsabilité dans la rafle du Veldiv. Un article qui allait faire inculper Bousquet de crimes contre l'humanité. Lorsqu'il était publié en 1978, on écoute un extrait du téléfilm de Laurent Heinemann, René Bousquet, ou le grand arrangement, un téléfilm qui sera diffusé demain sur Arte. Tu devrais jeter un coup d'œil, René. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette canaille antisémite? La grande rafle, c'est Bousquet qui l'a organisée. De A à Z. Bousquet était le chef de la police. C'est lui qui a tout fait. Maintenant, vous savez comment il a terminé, Bousquet. Il a écopé de 5 ans d'indignité nationale. Il aurait aidé la résistance. Quelle farce. Et il a terminé directeur de la Banque d'Indochine. Ah, il s'est bien débrouillé, Bousquet. Pourtant, c'est lui qui organisait tout. Alors Bousquet va effectivement démissionner de ses responsabilités à la tête de la banque Indo-Suez, je crois. Alors c'est un vrai scandale. Brusquement, on reparle de Bousquet. Oui, c'est ça qui a tout relancé, cette interview dans l'Express. Oui, c'est pourquoi quand Mitterrand, je reviens là-dessus, dit « mais avant 78, on n'en parlait pas » ou quelque chose de ce genre. C'est vrai, c'est pas caché. Les photos que j'ai retrouvées à Latché, où ils sont en train de déjeuner ensemble avec d'autres personnes qui se trouvaient dans les cabinets ministériels à Vichy, montrent bien que pour eux, il n'y avait pas d'affaire Bousquet. 78, bon, à ce moment-là, il y a une évolution des mentalités, on apprend des choses. Il y a aussi, bien sûr, l'action de Serge Klarsfeld, qui travaille beaucoup à vouloir juger Vichy, et puis à partir de ce moment-là, bon, il est rattrapé par son passé, il démissionne en cascade de tous les conseils d'administration, d'abord de ses postes à la banque, mais également des conseils d'administration auxquels il appartient, et puis il est obligé aussi de démissionner de la Dépêche du Midi. Je me demande s'il ne l'a pas fait un petit peu avant, d'ailleurs, ça. Oui, alors cela dit, donc Serge Klarsfeld cherche, et bien entendu, à faire inculper. Alors là, il y a une procédure qui a traîné indéfiniment, ça a duré une dizaine d'années, Pascal Froment. On dit qu'on a freiné justement l'inculpation de René Bousquet. D'abord, il était très difficile de le juger pour une raison très simple, c'est qu'il l'avait déjà été. Oui. Et ça, c'est incontournable. Il fallait trouver un fait nouveau. Bon, ça a été un artifice juridique. Klarsfeld a retrouvé les traces d'une réunion qui s'était déroulée le 2 juillet 1942, qui était importante, mais pas plus que d'autres réunions du même été 1942, mais qui est devenue une espèce de date symbolique, parce qu'effectivement, comme elle ne figurait pas dans le dossier d'instruction qui s'était déroulée de 1945 à 1949, donc c'est sur la foi de ce papier qu'on a pu réouvrir la procédure et que Bousquet était inculpé seulement en 1991. Donc, entre-temps, Serge Klarsfeld a d'abord visé le correspondant de Bousquet à Paris, qui était Jean Leguet, qui a donc été le premier inculpé. Si vous voulez, il y a eu comme ça un long processus pour arriver effectivement à l'inculpation de René Bousquet. Va-t-on parvenir pour la première fois en France à juger un Français pour crime contre l'humanité et à travers lui la politique anti-juive du régime de Vichy? C'est en tout cas l'objectif de l'avocat Serge Klarsfeld qui a déposé une plainte contre René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy. Monsieur Bousquet, vous pouvez répondre à une question? Mais alors, est-ce que c'est que ça? Pour qui vous me prenez alors? Salaud, espèce de voyou. Mais moi, je vais vous foutre un truc, bon Dieu. Mais vous croyez que ça se fait, ça, ces trucs-là? C'est le seul enregistrement que j'ai trouvé de la voix de René Bousquet. Pascal Froment, oui. Vous-même, vous avez essayé de le voir, de le rencontrer au moment où vous avez écrit ça. Il ne voulait voir personne quand il s'agissait de parler de la période donc où il avait été à la tête de la police de Vichy. Et évidemment, surtout pas au moment donc de son inculpation et dans les années qui ont suivi. C'était le plus mauvais moment. Mais je me disais que peut-être un jour, il comprendrait qu'il était temps de changer de stratégie et de parler
Mais c'est quelqu'un qui était formaté, si vous voulez, comme ça. Ça lui était impossible de quitter ce côté secret et silencieux. Est-ce qu'il a exprimé le moindre regret? Est-ce qu'on a eu le sentiment qu'il regrettait ce qui avait été fait pendant la guerre? À ma connaissance, jamais. Alors bon, il est donc inculpé en 1991. On attend évidemment ce procès, d'autant plus que, vous le rappelez, Pascal Froment, c'est avant Touvier, avant également Papon, c'est le plus haut responsable français qui aurait été jugé pour crime contre l'humanité. Plus important, au fond, que Touvier et Papon. Oui, c'est le symbole de la collaboration d'État, vraiment. Simplement, bon, il n'est pas certain qu'il aurait été jugé parce qu'il n'était pas très jeune, il n'était pas en très bon état. Et ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée, mais il y avait encore beaucoup de temps qui risquait de s'écouler avant un jugement, tout de même. Et puis surtout, il est assassiné donc en 1993, le 8 juin. On a dit qu'il avait été assassiné par un exalté, mais en fait, dont la main aurait été guidée par des gens qui ne souhaitaient pas que ce procès ait lieu parce qu'on craignait qu'il parle, Bousquet, qu'il compromette d'autres personnes. Ah, mais les sous-entendus étaient énormes. En fait, c'était François Mitterrand qui était visé comme manipulateur. Bon, c'est ridicule. Quand on voit l'arme qu'a utilisée Christian Didier, donc c'est une espèce de pistolet de cow-boy de prise unique. Il avait fabriqué les balles lui-même. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu 5 balles. Pas parce que Bousquet était spécialement costaud. Il était plutôt mourant à l'époque déjà. Il était très malade. Mais c'est simplement parce que, bon, c'était effectivement un exalté. Et pour, si vous voulez, tordre le cou à l'idée que éventuellement, il était télécommandé. On l'a déclaré responsable. On ne l'a pas jugé irresponsable. Mais en temps ordinaire, il aurait été jugé irresponsable. Il n'y aurait pas eu de procès. Son procès était une espèce de folie où il s'asseyait sur ses avocats. Enfin, vous voyez, il allait à l'encontre de ses avocats. Rien vraiment ne permet de penser qu'il y a eu un complot. Là, vous parlez de l'assassin de Bousquet, qui d'ailleurs a été mis en liberté. Merci en tout cas, Pascal Froment. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre biographie, René Bousquet, publié aux éditions Fayard et préfacé par Pierre Laborie. À lire également un livre forcément plus subjectif, puisqu'il est écrit par Guy Bousquet, le fils de René Bousquet. Le titre, c'est René Bousquet, cet inconnu, aux éditions Jean Picolec. Et enfin, un livre sur Darquier de Pellepoix ou La France trahie de Carmen Khalil aux éditions Bûcher-Chastel. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire L'énigme René Bousquet de Patrick Cabois qui sera diffusé demain, vendredi 16 novembre à 23h25 sur France 3, ainsi que l'extrait d'un téléfilm René Bousquet ou Le Grand Arrangement de Laurent Heinemann avec Daniel Prévost dans le rôle titre. Ce téléfilm sera diffusé sur Arte demain à 20h40 et sortira en DVD chez Arte Vidéo le 21 novembre. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Stéphanie Coulon et Olivier Daligo, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillery, une réalisation de Anne Kobilac.